Salut, c'est Morgane, et aujourd'hui on va parler des arbres de décision. Vous avez peut-être déjà entendu parler des arbres de décision et vous ne savez pas très bien à quoi ça correspond, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur cet algorithme de machine learning. Attention, c'est parti! Dans cette vidéo, on va parler d'arbres de décision. D'abord, on va regarder ce qu'est un arbre de décision, comment il est construit et dans quel cas il s'utilise. Les arbres de décision sont des algorithmes de machine learning qui permettent d'effectuer automatiquement des tâches de classification et de régression. Ce sont des algorithmes très puissants qui permettent de s'adapter à des données complexes. Ils peuvent résoudre des problèmes qu'ils soient linéaires ou non linéaires. Un arbre de décision, c'est une suite de règles qui permettent de résoudre un problème de classification ou de régression. Par exemple, je vais me poser la question, est-ce qu'aujourd'hui je vais jouer au tennis? Je vais regarder le ciel, je vais me dire, bon, aujourd'hui il fait du soleil, c'est parfait, je vais faire du tennis. Mais imaginons que le ciel soit couvert. Je vais dire, bon, comme le ciel est couvert, je vais peut-être regarder le vent. S'il y a un vent fort, je vais pas aller faire du tennis. Si par contre le vent est faible, allez, je vais aller faire du tennis. Imaginons que je regarde le ciel, il pleut, je vais regarder l'humidité. Si l'humidité est élevée, bah non, je vais plutôt pas faire du tennis. Par contre, si l'humidité est basse, oui, là je vais faire du tennis. Finalement, en quelques règles, je peux créer un arbre qui arrive à prendre la décision pour moi, est-ce que je vais faire du tennis aujourd'hui ou non, en fonction du ciel, du vent et de l'humidité. Les arbres de décision sont souvent utilisés car ils sont des white box. Donc un algorithme white box, c'est un algorithme qui est très interprétable. Comme on l'a pu voir juste avant, c'est très intuitif. On peut facilement interpréter un arbre de décision, on peut facilement savoir comment il a pris sa décision. Un autre point fort des arbres de décision, c'est qu'il nécessite très peu de préparation des données avant d'entraîner un algorithme de machine learning d'arbres de décision. En particulier, il ne nécessite pas du tout de mise à l'échelle ou de normalisation des données. Dans un premier temps, on va voir les arbres de classification. Donc on va prendre ce jeu de données. Je pense que la plupart de vous connaissent ce jeu de données. Il est très utilisé en statistique, c'est le jeu de données Iris. On a un jeu de données avec les caractéristiques de chaque plante et le but, c'est de trouver pour chaque plante l'espèce à laquelle elle appartient. Comme je l'ai dit plus tôt, on a différentes caractéristiques des plantes. On a du coup la pétale, la longueur, la largeur et le sépale, sa longueur, sa largeur. Et le but, c'est de savoir si cette plante est une setosa ou une versicolore ou une virginica. Vous allez voir maintenant votre premier arbre de décision. On a notre base de données. On va regarder, est-ce que la sépale est plus grande que 6 cm? Si c'est pas le cas, on va dire que cette plante est une setosa. Si oui, on va regarder la longueur de sa pétale. Si elle est plus petite que 5 cm, on va dire que cette plante sera une versicolore. Si la pétale est plus grande ou égale que 5 cm, on va dire que c'est une virginica. Donc on voit que finalement, en utilisant seulement deux variables de notre jeu de données, on peut bien prédire si cette plante est une setosa, versicolore ou virginica assez simplement. En regardant les caractéristiques de la plante, on peut savoir pourquoi elle a été classifiée en setosa, pourquoi elle a été classifiée en versicolore ou virginica. C'est assez simple. Maintenant, on va parler un peu de notation. Ici, toutes les cases qu'on voit s'appelleront des nodes. Mais il y en a qui sont spécifiques. Par exemple, la première règle, on l'appellera le roots node. C'est la racine de notre arbre. C'est de là où tout l'arbre va partir. Tous les autres s'appelleront des nodes. Et ensuite, on a des leaf nodes. Les leaf nodes, ce sont les nodes qui vont classifier ou prédire notre observation. On voit que notre arbre a plusieurs profondeurs. La première règle, donc la roots node, ce sera la profondeur 0. Et ensuite, à chaque fois qu'on descend, on aura une profondeur différente. Donc, à notre deuxième règle, on aura une profondeur de 1. À la troisième règle, on aura une profondeur de 2. Et ainsi de suite. Une chose intéressante avec notre arbre de décision, c'est qu'on peut prédire, classifier de nouvelles observations, mais aussi on peut estimer la probabilité d'appartenance de cette observation à nos classes. On va noter notre population ici de cette façon. Le nombre de setosa, le nombre de versicolores et le nombre de virginica. On voit qu'à la base, on a 150 observations. On a 50 setosa, 50 versicolores, 50 virginica. Le but étant est de construire un arbre qui arrive à bien classifier ces 50 observations dans leurs classes respectives. On voit très bien que si la longueur de la sépale est plus petite que 6 cm, on a une observation qui sera classée setosa. On voit très bien dans notre entraînement, toutes nos fleurs setosa ont une sépale plus petite que 6 cm. Donc on voit que c'est une très bonne façon de segmenter notre population. Maintenant, dans la décision de droite, si la sépale est plus grande que 6 cm, on voit qu'on a toutes nos versicolores et toutes nos virginica. On va donc appliquer une deuxième règle. Est-ce que la pétale est plus grande que 5 cm? Dans le cas où non, on aura la plupart des versicolores et quelques virginica. Et si oui, on aura donc la plupart des virginica et une versicolore. Donc on voit que la règle n'est pas parfaite, mais peut-être qu'il n'y a pas une façon plus parfaite de segmenter notre population pour qu'on ait 50 versicolores d'un côté et 50 virginica de l'autre. Imaginons maintenant qu'on ait une nouvelle fleur avec une sépale de 6 cm et une pétale de 4 cm. On regarde la première règle, la sépale est égale à 6 cm, donc elle est 6 cm ou plus. Donc on va aller à la droite de notre arbre. Maintenant on regarde, est-ce que sa pétale est plus grande ou égale à 5 cm? C'est pas le cas.
Donc on va aller à gauche et on va classer cette observation versicolore. Maintenant, on peut estimer les probabilités d'appartenance de cette observation à la classe Setosa, versicolore et virginica. On va regarder pour l'entraînement combien de Setosa ont été mis dans cette classe. Ici 0. Donc finalement, cette observation a 0% de chance d'être Setosa. On va prendre maintenant dans notre entraînement le nombre de versicolores qui ont été mis dans cette classe. On voit ici qu'il y a 49 iris versicolores contre 54 de population dans cette classe, donc il y a 90% que notre nouvelle observation soit versicolore. Et enfin, on avait mal classifié 5 virginica dans notre classe lors de notre entraînement, donc l'observation a quand même 9% de chance d'être virginica, parce que ça peut être une virginica qui a les mêmes caractéristiques que les mal classés dans notre entraînement, donc il y a quand même 9% de chance que notre nouvelle observation soit virginica. On va appliquer ici les différentes règles de notre arbre de décision et voir comment ça se présente graphiquement. Donc par exemple, notre première règle, si on se souvient bien, c'est que la sépale doit être plus petite que 6 cm. Donc si la sépale est plus petite que 6 cm, on avait dit que on a classifié Setosa. Donc on voit que toutes les observations dans l'air bleu seront classifiées Setosa. Donc maintenant on va regarder la deuxième condition, que la pétale soit plus grande ou égale à 5 cm. Si c'est le cas, on va classifier virginica nos observations. Et si ce n'est pas le cas, on va classifier versicolore d'observation. Donc on peut voir que dans l'air verte, toutes les observations dans l'air verte seront classifiées virginica et toutes l'air jaune, elles seront classifiées versicolore. Donc on peut voir qu'il y a quelques observations qui sont mal classées, mais en général, notre modèle a réussi à comprendre le contexte pour classifier nos différentes observations. Donc maintenant, je vais vous parler de la pureté. Qu'est-ce que c'est la pureté? En fait, c'est ce qu'on recherche dans un arbre. Dans un arbre, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, nos observations de Setosa, versicolore et virginica soient dans des cas séparés et les plus purs possibles, ça veut dire que des cases avec seulement Setosa, seulement versicolore et seulement virginica, pour arriver à classifier au mieux notre population. On a notre population à la base de 150 observations, 50 Setosa, 50 versicolore et 50 virginica. On a 6 cm, si c'est pas le cas, c'est que la population est classifiée Setosa, sinon on applique une deuxième règle et on peut classifier nos populations en versicolore ou virginica. On peut voir que finalement la classe Setosa c'est une feuille pure parce qu'on a seulement des observations Setosa dedans. Alors que nos deux autres classes, versicolore et virginica, elles sont impures parce qu'il n'y a pas que des versicolores ou des virginica dans ces cases. Elles admettent une partie d'erreur. Et donc le but de l'arbre de décision, c'est de créer les classes les plus pures possibles pour classifier au mieux et résoudre au mieux notre problème. Pour cela, on va utiliser l'indice Gini qui va nous permettre de calculer la pureté de nos nodes. L'indice Gini, ça marche comment? C'est qu'en fait, on va prendre les probabilités d'appartenance sur chaque classe, on va le mettre au carré et on va sommer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 moins cette somme. Ça peut vous paraître un peu obscur maintenant. On va voir un exemple tout de suite pour que vous compreniez mieux l'intérêt de cet indice. Donc on a notre population de base, toujours la même chose. On a notre arbre de décision et on va calculer pour chaque node son indice Gini. Pour le premier, ce qu'on va faire, du coup, on va prendre la probabilité d'appartenance à chaque classe. Ici, en fait, finalement, qu'une observation soit Setosa, versicolore ou virginica, en fait, c'est le nombre d'observations dans ces nodes divisé par le nombre de population totale de ces nodes. Donc par exemple, la probabilité pour qu'une observation soit Setosa, c'est 50, parce qu'on a 50 Setosa, sur 150 qui est le nombre de notre population. Donc on met ça au carré, finalement on somme, on fait 1 moins cette somme, et ça nous donne 0,667. Le but c'est de créer des règles de décision qui vont diminuer au mieux notre Gini au cours de notre arbre. On voit que pour une leaf node pure, notre Gini sera égal à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait on a 100% de chance que notre observation soit Setosa. Donc 1 au carré, ça fait toujours 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc on a bien un Gini parfait. Donc on a bien un leaf node qui est pur. On voit que pour notre deuxième décision, on a 50 versicolore et 50 virginica. Donc 50 sur 100 au carré, 50 sur 100 au carré, ça fait 0,25. 0,25 moins 0,25, ça fait moins 0,5. Donc 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Donc on a un Gini de 0,5. Le but maintenant, c'est de créer une nouvelle règle pour faire tendre ce Gini vers 0 pour l'étape suivante. On va regarder si les pétales ont une longueur plus grande ou égale à 5 cm. Donc on va calculer le Gini pour la classe versicolore. Donc là on a 49 versicolores, une population de 54 plantes, et on a une population de 5 virginica sur une autre population de 54. Donc on voit qu'on a un Gini de 0,16, 0,16 qui est bien plus petit que notre Gini de 0,5 juste avant. On va calculer maintenant notre indice Gini pour notre classe virginica. On a une population de 1 versicolore sur 46 populations totales, et une population de 45 virginica sur une population de 46, ce qui nous fait un Gini de 0,04, qui est bien plus petit que notre Gini de 0,5 avant. Maintenant que vous avez bien compris l'indice Gini, on va voir le coût d'un nœud. Le coût d'un nœud, c'est le coût de cette règle de décision, à quel point cette décision est bonne. Ce qu'on va faire, en fait, finalement, c'est qu'on va calculer le Gini de notre classe de gauche et notre Gini de classe de droite,
pondéré par le pourcentage de population qui est dans notre classe de gauche et la population qui est dans notre classe de droite. Pour exemple, on reprend notre roots node où on va séparer en 2 classes par rapport à la longueur de notre sépale. On voit que notre Gini à gauche est de 0, on a une classe pure. On a une population de 50 qui est à gauche, donc 50 sur 150 de notre population de base. À droite, on a un Gini de 0,5 et on a une population de 100 personnes sur les 150. Donc on peut calculer avec ça notre coût. Ça sera 50 sur 150 qui est la proportion de personnes classées dans la classe de gauche, fois son Gini, 0, plus 100 sur 150 qui est la proportion de la population qui est dans la classe de droite, fois son Gini, 0,5, ce qui donne un coût de 0,33. Donc on va utiliser le coût de ces nœuds pour créer notre arbre de décision. On va choisir par exemple une règle, comme là on a pris la règle d'avant, c'est pas plus grand que 6 cm. On va calculer les classes obtenues, on va calculer le coût de cette règle, et on va faire ça avec différentes règles. Par exemple, si on veut regarder la largeur de la pétale, si elle est plus petite que 2, on regarde les classes que ça nous donne, on calcule le Gini, on calcule le Gini à droite et à gauche, on calcule la proportion de population à droite et à gauche, on peut calculer notre nouveau coût, ainsi de suite avec par exemple la largeur de la sépale, est-ce qu'elle est plus grande que 3,2 cm, et on calcule le Gini à gauche, le Gini à droite, la proportion de population à gauche et proportion de population à droite, on peut calculer un nouveau coût. Donc on a maintenant des différents coûts pour différentes règles. Et en fait finalement on va garder la règle avec le coût le moins élevé. Et de cette façon-là, en itérant comme ça, on va trouver l'arbre le plus parfait pour segmenter notre population. Une fois qu'on a gardé cette première décision, maintenant avec ce nouveau nœud, on va essayer plusieurs règles de décision avec plusieurs variables, et le but, ça serait de garder celui avec le moins de coûts, et ainsi de suite, pour diminuer le coût global de notre arbre et avoir les leaf nodes, les feuilles les plus pures possibles. Maintenant qu'on a vu les arbres de classification, on va voir les arbres de régression. Donc les arbres de régression, c'est la même chose. Imaginons qu'on ait un jeu de données avec les caractéristiques d'une maison et son prix. Donc le but, ce sera d'utiliser les différentes caractéristiques de notre maison pour prédire son prix. Pour une petite notation, la moyenne, ça sera égal à x avec une barre au-dessus. Ok? Donc on a nos données, on va avoir une population, ici on a 200 maisons, donc on a 200 maisons, et on va calculer ici la moyenne des prix de toutes les maisons qu'on a dans notre population. On a le prix des maisons en kilo-euros, donc 140, ça veut dire que la moyenne des prix dans notre population est de 140 000 euros. Donc ça c'est notre roots node, on va prendre une première décision. Donc on voit dans notre jeu de données que 156 maisons ont une surface supérieure à 60 m², et que la valeur moyenne de ces maisons est de 190 000 euros. On va regarder, est-ce que nos maisons ont une surface supérieure à maintenant à 80 m²? Si oui, on n'a plus que 46 maisons dans notre jeu de données, et leur moyenne de prix de ces maisons est de 220 000 euros. On a 110 appartements qui ont entre 60 et 80 m², et leur prix moyen est de 180 000 euros. On repart avec notre règle de base, donc on a 44 appartements qui ont moins de 60 m², et leur prix moyen est de 120 000 euros. On va faire une deuxième règle, est-ce que la surface est supérieure à 50 m²? Si c'est le cas, donc les surfaces des appartements sont entre 50 et 60 m², on a 24 appartements, et leur prix moyen est de 145 000 euros. On a 20 appartements pour lesquels c'est pas le cas, qui ont moins de 50 m², leur prix moyen est de 110 000 euros. Donc on a créé cet arbre-là avec nos jeux d'entraînement, mais imaginons qu'on ait une nouvelle donnée, donc une nouvelle observation, avec une surface de 60 m². Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah là, est-ce que la surface est supérieure ou égale à 60 m²? C'est le cas. Est-ce que cette surface est plus grande que 80 m²? C'est pas le cas. Donc cet appartement fait partie de la population des 110 appartements qui étaient dans ce cas-là. Le prix de cet appartement sera environ de 180 000 euros. Maintenant que vous avez bien compris le concept de l'arbre de décision pour la régression, on va voir comment ça se traduit visuellement. On a notre arbre qui est au-dessus et on plotte ici le prix de nos appartements en ordonnée et la surface en abscisse. On peut voir avec notre arbre de décision que tous les appartements qui auront une surface inférieure à 50 m² auront une prédiction de prix d'appartement de 110 000 euros. Les appartements qui sont compris entre 50 et 60 m² auront un prix prédit de 145 000 euros, que les appartements qui seront entre 60 et 80 m² auront un prix prédit de 180 000 euros, et les appartements qui ont plus de 80 m² seront estimés à 220 000 euros. Et donc finalement, un arbre de décision, visuellement, ça se représente comme ça. Comme pour les arbres de classification, les arbres de régression, on va calculer aussi leur pureté. Donc on va plus calculer l'indice Gini, ici on va calculer leur erreur moyenne de prédiction. Donc ici on va faire la moyenne de l'erreur de prédiction au carré. On va calculer pour chaque node pour savoir à quel point on se trompe. Donc au début, c'est vrai qu'avec une seule classe où on prédit la moyenne de nos prix, c'est pas très bon, on va avoir une très grosse erreur. Et le but, c'est de construire notre arbre pour que nos leaf nodes, donc nos nœuds de prédiction, ont le moins d'erreurs possible.
Donc on va ici aussi chercher à calculer le coût des nœuds. Donc pour calculer le coût de nos nœuds, ça sera approximativement la même formule que pour l'arbre de classification, sauf qu'ici, on va plus calculer le Gini, mais le MSE de chaque node. On va reprendre notre route node pour calculer le coût de sa décision. Donc par exemple ici, on va prendre le MSE de gauche, on va calculer la proportion de population qui est dans ce node-là, on va calculer ici le MSE de droite, la proportion de population qui est dans cette node-là, et on pourra calculer ainsi le coût de sa décision. Comme pour la classification, on va essayer d'avoir plusieurs règles, et on va calculer pour chacune de ces règles le coût de cette règle. Donc on calcule à chaque fois le MSE, la proportion, le MSE à droite, la proportion, on va calculer le coût, et on va faire ça pour chaque règle. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, on a le coût de chaque règle. Et du coup, là, on peut se redire, bah voilà, au début, on avait calculé directement sur la surface, alors qu'en fait, finalement, peut-être que de regarder si la maison a un garage, eh ben, on a peut-être une meilleure décision parce qu'on arrive à diminuer beaucoup plus l'erreur. Et donc, c'est comme ça, itérativement, qu'on va construire tout notre arbre pour la régression, pour avoir la meilleure régression possible sur notre jeu d'entraînement. L'algorithme de décision donne des raisonnablement bonnes décisions, mais c'est l'algorithme gourmand parce qu'il va chercher itérativement toutes les coupes possibles, etc. On ne garantit pas que la solution soit optimale, mais ça donne raisonnablement une bonne solution. Les arbres de décision aussi connaissent des limitations. Le calculer à chaque fois toutes les possibilités, c'est un problème NP complet, et donc c'est assez long. Ils sont très sensibles à de petites variations dans le jeu de données d'entraînement, donc s'il y a une petite variation, finalement, l'arbre peut changer du tout au tout. Et plus l'arbre va être profond, et plus l'arbre va être d'avoir de branches, etc., il va faire du cas par cas pour chaque donnée. Et on va tendre dans un problème qui est le surapprentissage. Donc c'est un algorithme qu'on voit qui est très bien, parce qu'il est white box, on peut facilement comprendre les décisions, etc., mais qui a certaines limitations. On verra dans une autre vidéo, pour pallier à ces différentes limites, on va utiliser un autre algorithme qui s'appelle le random forest, qui va se baser sur les arbres de décision pour combler ce problème d'instabilité et de surapprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, laisser un like et à vous abonner pour être au courant de notre prochaine vidéo. En attendant les prochaines vidéos, portez-vous bien, bye bye.